féminin, le magazine 100% féminin. Augustine Asta. C'est un nouveau rendez-vous de votre magazine au féminin. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de votre magazine 100% féminin qui accorde la parole à la femme. Et pour cette édition, nous recevons une dame qui nous vient de la Mauritanie. Son nom, Salmata Si. Elle est vice-présidente de l'association des femmes et chefs de famille en Mauritanie. Bonjour Salmata. Bonjour Asta, bonjour le peuple camerounais. Merci de faire honneur au peuple camerounais en acceptant de répondre favorablement à cette invitation. Mais alors, pourquoi avoir décidé d'être la porte-parole de l'association des femmes chefs de famille de Mauritanie? J'ai accepté d'être la porte-parole parce que déjà, les ambitions de cette association répondent à mes besoins. Je suis une femme mauritanienne, je suis une négresse mauritanienne et je suis une femme musulmane dans un contexte aussi diversifié qu'est la Mauritanie. Et si je pense que cela va de soi que je porte la voix et que je profite de toutes les opportunités qui peuvent faire émanciper la femme mauritanienne. Mais là, c'est une association des femmes et chefs de famille. Pourquoi avoir pensé à ce concept-là particulièrement? Ce concept a été identifié parce que tout simplement, en Mauritanie, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires, le divorce est fréquent. Et beaucoup de familles, c'est la femme qui détient, qui est le poumon de la famille. Toute la charge familiale repose sur la femme. Il y a des femmes aussi qui sont mariées, mais dont le mari aussi est vraiment absent de la demeure, ou peut-être n'a pas les moyens de subvenir aux besoins. Et de ce fait, c'est la femme qui subvient aux besoins de toute la famille, des enfants, du mari et tout. Et je pense que c'est comme ça que le concept est venu. Donc l'idée est partie d'un groupe de femmes qui étaient vraiment des femmes militantes, qui étaient pour la plupart des mères célibataires et qui ont vu qu'elles traversaient beaucoup de problèmes, qu'il était temps de réfléchir sur le problème des droits des femmes. Mais quand elles ont mis en place cette association, il s'est avéré que c'est pas seulement leur catégorie de femmes, mais c'est toutes les femmes mauritaniennes qui avaient des problèmes et peut-être que sous les effets de la pesanteur sociale, elles se taisaient et ne manifestaient pas un peu pour la revendication de leurs droits. Donc c'est ce qui a permis aujourd'hui l'association des femmes chefs de famille de porter la voix de toutes les femmes mauritaniennes et de se pencher sur les questions de la vie des femmes mauritaniennes et partout aussi dans le monde. En quoi votre association a donc impacté le quotidien de la femme mauritanienne? Qu'est-ce que vous faites au sein de ce regroupement des femmes? Au sein de ce regroupement de femmes, nous faisons tout ce qui... On lutte d'abord pour la promotion des droits des femmes en vulgarisant les lois, en faisant du plaidoyer pour l'amélioration de la législation, mais aussi et surtout en accompagnant les femmes victimes de violences. Vous savez que dans nos milieux, la violence est quotidienne et ce n'est pas aussi toutes les formes de violence que les femmes ont une prise de conscience par rapport à ce phénomène. Donc on essaie d'éduquer les femmes dans l'appropriation de leurs droits, bien sûr dans la complémentarité, dans la quiétude de la famille, mais il faut que la femme ait sa dignité au sein de cette famille. Il faut qu'on la respecte, il faut qu'on sache que c'est un être humain qui doit vivre à part égale comme l'homme, mais aussi qui est là pour l'harmonie de cette famille. Et il ne faut pas que la femme se noie et que se trouve vraiment victime et que ce sont les autres qui doivent s'épanouir et elle n'a pas le droit à l'épanouissement. Donc c'est ce qui fait qu'on est focalisé dans toutes les questions de femmes d'une façon aussi transversale parce que on veut aussi qu'il y ait vraiment des femmes au niveau des centres de décision. Donc on sait que aussi c'est une société musulmane. Donc dans les milieux religieux, dans la compréhension mauritanienne en tout cas ordinaire, et que la femme ne doit pas être au devant de la scène. Donc nous, notre association, on veut montrer une image différente de la femme musulmane, que l'islam n'a pas ligaturé la femme, et l'islam permet à la femme de s'épanouir, mais tout en respectant sa religion, tout en respectant sa famille et participer au développement et à l'éducation de tout le monde. À mettre aussi, Madame Salmata Si, à l'actif de votre association, c'est cette base de données que vous avez établie et qui a quand même permis au gouvernement de mettre un projet de loi à l'Assemblée nationale. Oui, donc nous, notre association, elle travaille donc, comme je vous dis, d'une façon transversale aussi bien au sommet qu'à la base. Parce qu'on se dit, on ne peut pas faire avancer une seule partie et laisser une autre. Donc ça c'est une pesanteur qui va nous tirer vers le bas. Donc il faut que les choses progressent ensemble et que la dynamique donc soit un peu circulaire et que toutes les femmes avancent ensemble. Et de ce fait, on est obligé de jouer en amont et en aval. Donc il était important pour prouver qu'au niveau de ce pays qui se dit musulman, où certaines formes de violence sont inadmissibles et inimaginables qui peuvent se trouver dans ce milieu, il était important qu'on ait des fiches avec des identifications des victimes, une base de données où on renseigne quotidiennement tout ce qui nous arrive comme victimes et qu'on accompagne pour au moins attirer l'attention, qu'il y ait une prise de conscience nationale sur ce phénomène
phénomène qui est en train de se vivre au niveau de la Mauritanie. C'est pour cela donc notre association, nous avons une base de données qui est bien organisée en fonction des types de violences, les viols, que ce soit les violences conjugales, que ce soit donc les autres types de violences. On accompagne donc ces femmes, on a des statistiques par rapport à ça et aussi nous étions la première association qui a mis en exergue cette forme d'esclavage moderne qui est la domesticité, qui est sans règles, sans normes, sans aucune forme. Donc il fallait aussi attirer l'attention des décideurs aussi sur cette forme et cela a permis en tout cas à un peu regarder, mettre les objectifs, le phare bien sûr sur cette dynamique ou bien sûr ce problème dont certains sont en train de vivre et ça a permis aussi aux syndicats un peu de se remettre en question parce que tout ce qui est droit des travailleurs ça devait être porté par les syndicats. Malheureusement en Mauritanie quand même là ou heureusement c'est l'association des femmes du chef de famille qui a quand même porté le regard sur ça. Et aujourd'hui avec les syndicats et avec les mouvements abolitionnistes donc on essaie un peu de travailler et de faire sortir cette forme d'esclavage moderne et en conciliant aussi avec l'esclavage traditionnel pour que ces femmes et ces hommes ne soient plus sous cette torture. Pour l'année 2016, par exemple, votre association a pu identifier environ 780 cas de femmes victimes de violences, de tout abus. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fort taux de violence que subissent les femmes? Ce phénomène peut être dû à plusieurs causes. La première cause, d'abord, je dirais que beaucoup de femmes ignorent leurs droits. Beaucoup de femmes aussi méconnaissent leur religion, ne savent pas leurs droits et leurs devoirs. Beaucoup de femmes sont dans un carcan féodal où elles n'arrivent pas à se départir. Donc tout cela fait que cette femme-là subit des violences. Mais aujourd'hui, avec en tout cas les médias, avec l'éducation que les associations font sur le terrain, avec en tout cas l'accompagnement que toutes les organisations de base et les ONG internationales font pour un peu accompagner la femme et tout ce qu'on parle, on dit sur la femme et ce qu'on voit à travers le monde que les femmes aujourd'hui. Il y a plus donc de liberté de visuel et autres, c'est plus accessible. Donc ces femmes aujourd'hui ont le courage d'aller donc dénoncer et chaque cas qui est dénoncé ça fait une statistique. C'est comme ça que notre base de données est alimentée. On a aussi des points focaux et des assistances sociales qui partent sur le terrain, qui sont au niveau des commissariats pour accompagner les femmes, au niveau des tribunaux, des arrondissements ou des départements pour en tout cas accompagner la femme au niveau des brigades des mineurs et autres. Donc tout cela nous permet d'avoir une vue un peu plus exhaustive et d'avoir une base de données beaucoup plus étayée et beaucoup plus large et qui donne toutes les formes de violence et surtout aussi qui touche un peu partout le territoire national parce que nous sommes aussi présents sur l'ensemble du territoire mauritanien. Donc les données remontent de l'intérieur du pays vers la capitale et aussi au niveau de la capitale et tout ça est centralisé dans une base de données et où la ségrégation en tout cas du type de violence est bien faite et ce qui fait d'avoir une lecture rapide et on alimente aussi certaines chancelleries qui veulent un peu savoir l'évolution de la violence en Mauritanie. Ils viennent nous demander les statistiques, notamment comme l'ambassade des États-Unis et les autres diplomaties au niveau local. Mais aussi l'État, jusqu'à un passé récent. Donc je pense que l'association des femmes chefs de famille parmi les premières organisations, ou l'unique organisation en tout cas, qui avait des données étayées qui remontent, qui sont issues aussi du terrain. Donc quand on fait une remontée, l'affiliation est bien identifiée, tout est clair. Donc c'est ça quoi, c'est ça qui nous permet d'avoir les bases de données. Donc on recueille un peu les informations un peu partout. Depuis la création de votre association, peut-on dire à ce jour que le bilan est plutôt positif ou négatif? Oui, l'association des femmes chefs de famille a été créée en 1999. Donc quand même, elle a à peu près 19 ans, moins de 20 ans d'existence. Et je pense qu'à l'heure où on a été créé, et si on regarde pour ceux qui connaissent un peu la Mauritanie ou en tout cas qui s'informeront sur la Mauritanie, verront qu'aujourd'hui, la femme mauritanienne, là où elle était ou là où elle se trouve aujourd'hui, il y a une très grande différence. Nous pouvons dire qu'effectivement, il y a eu un progrès sur tous les plans. Il y a eu un progrès sur la conscientisation des femmes. Il y a eu un progrès sur la législation. Il y a eu les progrès sur certaines formes de revendications structurées un peu et même le mouvement des femmes s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, quand nous on avait commencé, c'était l'unique association uniquement de femmes. Aujourd'hui, la seule association aussi qui peut se revendiquer comme étant chef de famille parce qu'on n'avait pas ce complexe de s'affirmer comme étant des femmes chefs de famille. Mais aujourd'hui, quand vous revenez en Mauritanie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'associations de femmes, de toutes les tranches d'âge, des jeunes filles,
Et que aussi aujourd'hui les femmes sont présentes au niveau des instances de décision et revendiquent plus aussi leur place. Et ces premières associations aussi qui étaient en avant, donc qui avaient intégré des femmes et aujourd'hui qui sont une certaine forme en tout cas de leader dans ce pays-là, ont été une image, un miroir pour toutes les autres générations qui venaient en dessous, et ça leur a donné le courage d'aller vers l'avant et le courage d'aller chercher avec qui vraiment on peut s'aligner ou se lier pour faire en tout cas avancer la cause et pour affirmer la personnalité de la femme. Et je pense aussi que ça a permis aussi même à la législation, parce que la législation mauritanienne n'était pas vraiment contextuelle par rapport à, et ça nous a, tous ces mouvements ont permis à un peu secouer un peu la case pour voir qu'aujourd'hui la femme mauritanienne, dans son contexte ancien, elle était dans sa maison, le mari devait tout amener, elle devait vivre. Mais aujourd'hui, la femme, elle est dehors, elle n'est plus dans la maison. Donc tout le reste aussi devait accompagner aussi bien la législation pour la protéger cet environnement qui a une nouvelle donne de fonctionnalité que la femme a pris. On ne peut plus rester à l'ancien système. Il faudrait qu'il y ait une amélioration qui va accompagner la femme dans son émancipation. Est-ce que le fait de se dire qu'on est une femme chef de famille ne crée pas au finish une petite frustration ou un conflit avec les hommes? Bon, chez nous, je pense qu'on rencontre le plus, c'est que les hommes disent non. Pourquoi spécifiquement on s'intéresse aux femmes chefs de famille et qu'on devait aussi défendre parce qu'il y a des hommes qui sont victimes aussi de violences. Bon, nous, ce qu'on répond vraiment de façon vraiment terre à terre et qu'ils n'ont qu'à s'organiser. S'ils trouvent qu'ils sont victimisés, ils n'ont qu'à aussi créer une association qui va prendre en charge leurs préoccupations. Mais pour nous, notre focus, c'est les femmes. Parce qu'on a considéré que longtemps la femme a été victime. Longtemps la femme a été lésée. Il est temps aujourd'hui qu'on le reconnaisse ensemble, mais pas pour autant pour privilégier la femme par rapport à l'homme, mais c'est créer un équilibre sociétal pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. Donc, ce que je veux surtout aussi attirer, attirer l'attention de nos auditeurs aussi, et que c'est vrai que dans un contexte musulman, et c'est sûr qu'ici au Cameroun, je sais qu'il y a une communauté musulmane, les femmes sont taxées, que la femme musulmane doit être dans la maison, elle doit être carrément voilée, elle doit être cela. Mais moi-même, toi tu me parles, tu peux peut-être décrire ce que je suis voilée aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je nie ma culture ou que je ne mets pas en avant. Étant voilée, étant une femme musulmane, respectant ma religion, je mets en avant aussi ma culture, je mets en avant aussi ma société, je mets en avant, et ça ne m'empêche pas de pratiquer l'islam tel qu'il est dit. Et surtout, j'ai fait un appel pressant aux femmes africaines de mieux s'informer sur les religions, parce que les hommes utilisent la religion pour nous mettre dans une prison. Or que la religion musulmane, c'est la religion qui a donné le plus de valeur à la femme et le plus de droits à la femme. Donc je les invite surtout à aller se renseigner sur leur religion, à aller apprendre et ne pas se suffire tout simplement de lire 2 ou 3 versets, la Fatiha avec une autre sourate, on te dit oui c'est bon parce que tu as accompli ta prière. Non, il faut aller creuser, il faut aller chercher ce que la religion vous a donné, et aujourd'hui la religion vous a donné depuis beaucoup de choses, et c'est noyé parce que les hommes veulent avoir le pouvoir, les hommes aussi veulent taper votre morale, et c'est le seul instrument qu'ils ont et qui est plus proche pour pouvoir en tout cas le faire. Il faut pas vous intimider, il faut revendiquer votre droit, c'est légitime. Les femmes dans l'époque du prophète ont été des ambassadrices, ont été des conciliateurs, elles étaient engagées dans la négociation, elles ont soutenu l'armée, elles ont fait l'émancipation de l'islam, elles font le djihad, il n'y a pas ce que la femme musulmane n'a pas fait par le passé. Mais donc aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on vous dise ceci et cela, parce que non, allez-y, vous renseigner, il faut aller chercher les érudits qui connaissent bien et qui ne manipulent pas aussi la religion vers l'extrémisme ou autre. Non, la religion, elle est large, et nous avons une religion la plus tolérante du monde. D'accord. Alors, est-ce que dans le cadre de votre travail au quotidien, vous collaborez avec les autres femmes des autres pays? Mais bien sûr, on est dans des réseaux. Nous, en Mauritanie, déjà au niveau local, on collabore, il y a des réseaux d'associations des femmes pour avoir la voix un peu plus forte, mais aussi on gagne d'autres espèces. Justement, si on a pu s'affirmer et surtout remettre un peu le débat religieux en Mauritanie en question, c'est qu'on est parti s'acquérir de d'autres formes d'information. Nous sommes dans des espaces du monde arabe, du Moyen-Orient et autres. Donc je parlerai aujourd'hui on est dans une dynamique d'établir le code et statut de la famille musulmane, donc dans le monde arabe. Donc, parce qu'on a remarqué
bon, avec nos autres sœurs des autres pays donc, du monde où l'islam est pratiqué, que chaque pays, selon la doctrine des hommes qui sont là-bas, l'islam est interprété d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas avoir deux islams. Il y a eu un seul prophète Mohammed et une seule religion, c'est l'islam, et un seul livre, c'est le Coran. Donc, il n'y a pas de raison que toi, au Cameroun, tu le vives de cette façon et que moi, en Mauritanie, qu'on me dise non, c'est interdit. Donc, c'est pour cela, on est dans ces sphères, c'est pour ça, avoir un argumentaire qui est solide, qui est fondé sur le Coran et qui n'est pas en contradiction avec notre religion pour pouvoir avancer les droits des femmes. Et surtout aussi pour avoir d'autres voix porteuses qui peuvent nous aider à gagner d'autres espaces d'expression de la femme et d'autres espaces qui peuvent vraiment faire avancer la question de la femme d'une façon générale et la femme musulmane en particulier. Au féminin, le magazine 100% féminin. On va essayer à présent de faire un petit tour dans l'histoire. On a parlé longtemps du racisme, de l'esclavage, mais actuellement la Mauritanie traverse aussi, on va dire comme cela, une période sombre de son histoire. Oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre tous les maux que le pays, en tout cas, referme ou que le citoyen mauritanien est en train de vivre. Dans un passé très récent, la Mauritanie a connu des événements très douloureux qui ont fait qu'il y a eu un écart entre les communautés mauritaniennes. Et aujourd'hui, avec l'avènement des droits de l'homme, donc il y a eu plus de revendications. Il y a eu donc des populations mauritaniennes qui ont été déportées de leur propre pays et on assiste aujourd'hui à des Mauritaniens apatrides dans leur pays. Le problème d'état civil, le problème d'esclavage, le problème de la cohésion sociale, le racisme d'État, je pense que je ne peux même pas tout énumérer. Mais tout cela, ce sont des mots au niveau de notre société. Et peut-être qu'il est bon aujourd'hui qu'on regarde le cliché vraiment en face et qu'on ne se voile pas la face et qu'on s'attaque à nos problèmes. Certes, je ne dirais pas qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait, il y a beaucoup qui a été fait, mais il y a beaucoup aussi qui reste à faire. Et cette question a été un peu mise en exergue et un peu, en tout cas, on a commencé à travailler là-dessus, surtout avec l'avènement vraiment et le souffle mondial de la promotion des droits de l'homme un peu partout, qu'il y a eu donc des lumières qui ont été mises sur le tapis mauritanien. Bon, le tapis mauritanien aussi est très complexe. De vue de l'extérieur, tu as l'impression que tout va bien. C'est difficile de savoir qu'il y a tous ces problèmes-là au niveau de la Mauritanie. Mais la Mauritanie est un petit laboratoire de beaucoup de diversité de problèmes qui sont liés à cette diversité ethnique, à cette diversité de culture, à cette diversité donc de manque de langue et autres, qui fait qu'il n'y a pas et ces problèmes aussi de déportation, ce problème de passif humanitaire, ce problème d'esclavage, ce problème de la discrimination raciale qui est dans ce pays et qui est aussi perpétré par notre gouvernement, le problème de la bonne gouvernance qui n'est pas propre à seulement la Mauritanie. Donc tout cela fait des secousses et empêche. Et aussi, il faut dire que dans ce système, peut-être que cette forme de cohabitation arrange certaines personnes qui sont un frein donc à l'avancement ou au fait qu'on n'avance pas trop vite dans la résolution de tout ce qui se passe et qui veulent carrément penser la plaie sans pour autant reconnaître ce qui a été fait, sans donc effacer tout ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Or que si vraiment nous voulons évoluer et que nous voulons que nous évoluions bien, nous devons accorder beaucoup plus d'importance à l'histoire qui va nous servir donc de phare, de guide, de feuille de route dans ce que nous allons faire dans l'avenir pour ne pas retomber dans ce qui est passé. Donc l'histoire n'est pas, même si elle est sombre, elle a ses avantages. C'est qu'on doit tirer donc de cette histoire l'avantage et avancer vers l'avant. Mais on ne peut pas tout simplement quand même penser les choses sans faire la justice, sans faire le devoir de mémoire et dire non, on va refaire une autre Mauritanie. Non, c'est les mêmes Mauritaniens qui sont là. Parce que même si quelqu'un, son grand-père est mort, quelque part son oncle a été tué, ou sa tante a été déportée, ou il est issu d'une famille esclave, qui a vécu l'esclavage, ou une famille de maîtres, parce que même les autres, partout il y a des problèmes. Donc il faut qu'on reconnaisse notre diversité, qu'on reconnaisse nos problèmes, qu'on les recense, qu'on les mette sur la table plus
et qu'on les traite mieux que c'est fait aujourd'hui. Et on tire des leçons et on fait comme ça se fait dans des autres pays. C'est-à-dire que de leur passé douloureux, ils puisent l'essence, la force pour mieux décoller et décoller pour longtemps aussi et atterrir là où vraiment tout le monde va nous admirer. En dehors de votre casquette de femme, chef ou vice-présidente d'une association, vous êtes aussi très active dans le domaine syndical. Vous vous dotez de quelle stratégie pour pouvoir défendre le droit de vos sœurs mauritaniennes? Vous savez, d'abord, la stratégie, je pense, elle est en moi, elle est intrinsèque. D'abord, je suis très irritée quand je suis devant l'injustice. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas supporter l'injustice. Donc, de fait, étant de cette communauté, étant de ce pays, étant moi-même un mixage de toute la Mauritanie en miniature que je représente en moi-même, en ma personne de Salimata, fait que donc j'ai la capacité de rebondir, la capacité de naviguer dans toutes les sphères mauritaniennes, dans toutes les communautés mauritaniennes et de faire ressortir ces problèmes et d'essayer de comprendre la femme mauritanienne donc dans sa diversité et d'essayer de l'accompagner. Donc sur le plan syndical, le droit de l'homme, c'est purement les femmes, mais sur le plan syndical aussi, ça me permet de défendre le travailleur, d'améliorer un peu, d'avoir un point de vue sur la législation, le code du travail et toute la législation du travail et de voir quels sont les manquements. Donc je vous dirais tout simplement que j'ai la fibre de droit de l'homme dans mon cœur. Je ne peux pas rester devant cela sans réagir, c'est impossible pour moi. Donc c'est toute cette force intrinsèque et j'étais aussi élevée dans un environnement de personnes engagées, que ce soit ma maman, que ce soit mon père, c'est des gens qui ont toujours prôné la justice et qui sont engagés dans le devenir de ce pays. Donc peut-être quelque part je l'ai irrité de peut-être de la façon de la plus noble et je dois aussi, c'est pas tous les Mauritaniens qui ont cette chance. Du moment que j'ai eu cette chance, j'ai le devoir et j'ai l'obligation de le transmettre à d'autres et de partager ma force avec les autres femmes pour qu'on puisse évoluer et que à l'avenir que nos enfants vraiment ne soient pas dans la Mauritanie telle que nous sommes en train de la vivre. Vous avez un agenda généralement très chargé entre la vie associative, la vie syndicale. Vous avez du temps pour vous occuper de vous, de votre mari et de vos enfants? C'est un peu difficile. C'est très difficile dans le contexte où nous sommes. Mais vous savez que parfois aussi, c'est en voulant promouvoir certains droits qu'on viole d'autres droits. Mais peut-être que ce qui m'a donné un peu la chance est qu'aujourd'hui, je suis mariée avec un homme plus engagé même que moi. Donc un homme qui s'oublie même par rapport aux questions nationales, dont la Mauritanie lui tient à cœur et la cohésion de la Mauritanie est en avant pour lui et c'est quelque chose de capital dans sa vie et c'est ce qui fait qu'il me permet aussi d'avoir toujours la force et de pouvoir aussi effectuer pleinement mon travail. Mais il y a peut-être un problème, c'est par rapport à mes enfants. Parce que le mari... Ça devient compliqué parce que l'enfant ne voit pas maman tous les jours. Oui, mon papa aussi. Ne voit pas maman ni papa tous les jours. Mais bon, c'est là aussi peut-être c'est un côté qu'on doit mettre en avant, c'est que nous avons aussi la chance d'être africains. La chance d'être africaine et que la famille africaine n'est pas individualiste, que parfois au moins tu peux te reposer par des moments sur les uns et les autres. Bien que c'est difficile pour moi parce que tous mes parents sont engagés et tous mes parents aussi ne sont pas à la retraite. Mais par rotation aussi, bon, en tout cas on arrive à jongler. Parfois c'est moi qui suis là, demain c'est le mari ou bien par rapport aux priorités, aux questions qui sont mises sur la table, on regarde qui doit aller et qui doit rester avec les enfants. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, j'ai un enfant de 11 ans et qui, depuis déjà sa naissance, n'a pas eu vraiment... Il y a une affection entre nous, mais j'ai éduqué mes enfants de telle sorte qu'ils ne soient pas accrochés à quelque chose. Il faut qu'ils soient forts. Et c'est comme ça que j'ai été élevée. C'est-à-dire que je ne dois pas dépendre de quelque chose. Il faut qu'ils s'affirment, il faut qu'ils prennent une indépendance par rapport à tout le monde pour qu'il n'y ait pas mal dans l'avenir et qu'ils puissent aussi s'améliorer, puissent grandir et puissent vraiment prospérer sans compter sur les autres. Moi, je me rappelle bien, mon père me disait il faut jamais compter sur les autres, il faut toujours compter sur toi-même. Il faut que tu cultives la réactivité en toi et la force de pouvoir avancer. Donc c'est ce que aussi j'essaie de transmettre à mes enfants. J'ai été invitée par la précédente invitée de ce magazine, Madame Nafissatou Idé Sadou, à aller découvrir la source noire au Niger ou les dunes de sable. Alors qu'est-ce que vous me proposez de beau en Mauritanie?
Il y a beaucoup de choses en Mauritanie. Je t'invite d'abord à venir manger notre michui et boire notre zrig qu'on appelle le pain de singe un peu avec la gomme arabique qui est très bonne. Je t'invite à venir voir la côte mauritanienne qui est restée encore à l'état naturel. Et je t'invite même à voir ce beau peuple et courageux malgré tous les problèmes qu'ils vivent, la façon dont ils peuvent transmettre encore l'amour et vraiment attirer les gens chez eux et à voir aussi le chameau. Je viendrai, c'est sûr, mais avant vous viendrez au Cameroun. En mot de fin déjà, un message à l'endroit des femmes qui sont à l'écoute de ce programme. Ce que je veux dire à la femme africaine est que nous devons s'unir, que nous devons attacher bien nos pagnes, que le pagne qui est déroulé au Cameroun doit être attaché dans la boucle du cercle, quelque part. Donc nous devons faire un cercle, nous devons nous animer mutuellement, nous soutenir mutuellement et mettre en avant l'intérêt de l'Afrique, parce que nous devons aussi être des panafricanistes. Il faudra qu'on ait cette vision, avoir un lait sur la dimension bien sûr familiale, sociétale, régionale, donc du pays et autres, mais aussi de ne pas perdre en vue que nous sommes dans un contexte aujourd'hui de globalisation de ce monde et que si on n'est pas fort et qu'on n'est pas soudé, nous risquons d'être engloutis. Et pour que cela n'arrive pas, il faut qu'on s'entraide, il faut que chacun s'oublie au profit de l'autre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile et ça ne va pas arriver aujourd'hui, mais il faut que déjà qu'on pense à le cultiver. Et je pense avec le courage, avec le dynamisme et la force qu'a l'Afrique, qu'a particulièrement la femme africaine, comme on dit la femme a 100 000 bras, c'est sûr qu'on va y arriver. Là où les hommes africains ont échoué, nous on va relever le défi. Merci beaucoup, Madame Salmata Si, qui est la vice-présidente de l'Association des femmes et chefs de famille de Mauritanie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci et je vous embrasse toutes mes sœurs de cœur. Au féminin, clap de fin. Merci infiniment d'avoir suivi ce podcast. Au revoir.